La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on regarde outre-Manche si les mots sont les mêmes. Les mots MAUX bien sûr. Les Échos, Royaume-Uni, les clés d'un scrutin décisif pour l'Europe. La Croix, les Britanniques en plein doute, libération des Union Jack. Pendant ce temps, on tire sur le gouvernement ici. Le Figaro poursuit la fronde. Réforme du collège. Najat Vallaud-Belkacem devra-t-elle reculer ? L'opinion s'en prend à la garde des Sceaux, dont la principale occupation, selon le journal, serait de cultiver son statut d'icône de gauche en se désolidarisant par petites touches du gouvernement. Réforme Taubira, nouveau coup contre les entreprises. Et puis Valeurs Actuelles continue aussi l'offensive. Vivement la fin. Enquête sur un président condamné à l'immobilisme. Pas mal de quotidiens ce matin, Natacha, prennent un peu d'avance. Oui, on n'est que le 7, c'est vrai, mais certains journaux anticipent. Anticipent quoi ? Le 8 mai, bien sûr. L'Humanité fait flotter à sa une le drapeau de l'URSS. 8 mai 1945, la victoire, les ruines et l'espoir. Mais privilège du temps, nous relisons l'événement à l'aune de nos préoccupations contemporaines. Ainsi, quand on ouvre l'Humanité, le premier article, lui, nous emmène en Algérie. Sétif 1945, un massacre colonial. D'ailleurs, Métro News nous raconte cette relecture. En une, un sondage, 8 mai, avantage États-Unis. 54% des Français estiment que ce sont les États-Unis qui ont le plus contribué à la victoire contre l'Allemagne. Une évidence ? Eh ben non. En 1945, parce que oui, déjà en 1945, les sondeurs interrogeaient sur tout et n'importe quoi. Eh bien, en 1945, 57% des Français estimaient que c'était l'URSS qui avait le plus contribué à la victoire. Alors oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Quels seront les vainqueurs ce soir en Grande-Bretagne ? On ne le sait pas. Ça, c'est toute la question, mais la presse, visiblement, se passionne pour les élections britanniques, ce qui vous permettra, en ouvrant Libération et son numéro spécial, de tout apprendre sur le parti nationaliste écossais ou sur les spécialités gastronomiques que sont le lemon curd ou les baked beans. Moi, je vous conseille le Stilton, merveilleux fromage, surtout avec du Porto. Mais bon, enfin, le matin, vous attaquez le Stilton au Porto ? Ah oui, direct. D'accord. Allez, doucement quand même. Donc le flot d'articles a ceci d'intéressant, surtout qu'il nous rappelle que l'autre est un miroir. Nous nous regardons nous-mêmes. L'élection britannique servira de laboratoire, écrit Laurent Geoffrin. Les orthodoxes du libéralisme y verront un modèle, en oubliant de préciser que la rigueur dont se prévaut Cameron laisse le déficit budgétaire à 5% du PIB, très au-dessus de la moyenne européenne, et que la politique monétaire de la Banque d'Angleterre a précisément rompu avec l'orthodoxie. Dans la Croix, Guillaume Joubert résume le paradoxe anglais. L'économie britannique se porte plutôt bien, mais la société, elle, demeure en souffrance. Une souffrance d'ailleurs qui se lit dans les enquêtes de Libération sur une immigration qui met à mal le modèle multiculturel, sur une pauvreté qui relègue la petite classe populaire des zones économiques sinistrées. Le Monde raconte d'ailleurs la situation à Peterborough, petite ville du centre du Royaume-Uni où les difficultés économiques font monter la colère et le désir de frontières. Seuls 15% des élèves, témoigne un directeur d'école élémentaire, sont répertoriés comme britanniques blancs contre 60% il y a 10 ans. Ah ben oui, parce que chez nos voisins, les statistiques ethniques sont autorisées. Ça pourrait plaire aux Parisiens, qui proposent d'ailleurs à sa une de briser le tabou des statistiques ethniques. Mais les Britanniques, eux, n'en tirent pas de conclusion hasardeuse sur la religion des populations répertoriées. On parle de réforme du collège qu'on évoquait avec l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure. Oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais ça c'était ce que nous apprenait Métro News, mais est-elle encore étudiée par les élèves ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. La polémique sur la réforme du collège ne retombe pas, mais à lire le Parisien ou le Figaro ce matin, on comprend que le débat est une fois encore mal parti. Le titre du Parisien, l'UMP lance la bataille du collège. Et même dans le Figaro, on trouve une tribune de François Fillon, réforme du collège, la médiocrité pour tous. Oui, François Fillon, l'auteur de la loi d'orientation de 1905 qui instaurait davantage d'autonomie pour les chefs d'établissement, l'usine à gaz du socle commun de connaissances et de compétences pour le plus grand bonheur des tenants des pédagogies modernes. C'était 2005, pas 1905. 2005. Il n'est pas si vieux que ça, François Fillon. J'ai dit 1905 ? Je crois, mais c'est pas grave. Mon Dieu. Il ne vous en voudra pas. Oui, mais les dégâts, eux, ont mis peu de temps à s'installer. Dans les Échos, Cécile Cornudet résume la situation. Gênée par une série de textes dont elle approuvait l'intention, loi renseignement, loi Macron, pacte de responsabilité, l'UMP a saisi là la délicieuse occasion de ressusciter le clivage gauche-droite à 2 ans de la présidentielle. Et le gouvernement fait mine de ne pas s'alarmer de l'offensive de la droite, persuadé qu'elle le sert.
On se lance les mots-clés à la figure, égalité contre élitisme à gauche, excellence contre nivellement par le bas à droite. Et pourtant, la liste des grandes figures qui ont alerté contre la réforme, ils sont cités par Le Figaro, ces pseudo-intellectuels dénoncés par Najat Vallaud-Belkacem, Régis Debray, Pierre Nora, Michel Onfray ou Jean-Pierre Le Goff, ils ne sont pas particulièrement de droite. Alors on attend que Najat Vallaud-Belkacem nous cite les véritables intellectuels qui soutiendraient son entreprise de massacre. Voici qu'une mésange vient se poser sur votre revue de presse. Oui, ça Natacha. c'est pour apaiser, on va parler d'un petit oiseau. Alors c'est un drôle de petit oiseau quand même. L'Obs nous raconte qu'il serait la clé de tous nos problèmes, figurez-vous. En fait, Mésange, c'est le nom de code d'un logiciel utilisé par Bercy pour simuler les réformes économiques et en évaluer les conséquences. Or, nombre de chefs d'entreprise s'énervent de voir la petite Mésange trancher systématiquement en faveur d'une baisse des charges sur les bas salaires et d'une politique de la demande qui profite aux produits importés. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Bon, on sait que les chiffres ne sont pas neutres, mais même Arnaud Montebourg s'était agacé quand on lui avait opposé Mésange pour refuser de cibler le CICE sur l'industrie et de privilégier l'investissement dans ce secteur-là. Alors, c'est la faute du petit oiseau si nous sommes le seul pays qui oppose de façon aussi caricaturale offre et demande, comme s'il ne fallait pas les deux. Bon, on dira ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais en tout cas, une chose est sûre, on sait qu'ils sont les dindons de la farce. Et on termine avec un nombre. Oui, un nombre, celui du site Atlantico qui nous le présente comme le nombre maudit, celui de la fin du monde, de la fin du monde numérique. 2 147 483 647. C'est un nombre premier, a priori tout neutre, mais en fait, il paraît que les ordinateurs en 32 bits se bloquent au-delà de ce nombre. La preuve, la vidéo de Psy, souvenez-vous, Gangnam Style, ce truc idiot, etc., qui avait été vu quand même un nombre record de fois sur Google, eh bien le compteur de Google s'était brusquement arrêté à 2 147 483 647 avant que le géant californien ne change son système pour passer en 64 bits. Du coup, la barrière maintenant avec 64 bits est autour de 9 milliards de milliards. Ça nous laisse le temps de nous lasser du Gangnam Style et des autres idioties. Mais bon, le problème c'est qu'il y a encore nombre de systèmes, notamment de contrôle d'avion, qui sont en 32 bits. Alors finalement, le seul compteur qui ne se soit pas arrêté à cette barrière, c'est celui de la dette et celui du chômage. Bon, il y a aussi celui de la bêtise qui explose les compteurs dans les écoles ou ailleurs. Mais vous, même quand vous aurez fait votre 2 147 millionième 423 647e revue de presse, non seulement vous ne serez pas bloqué, mais on en aura encore envie. Merci Natacha Polony, on vous retrouve demain à 8h30.